Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes contents d'être là, de participer à cette agora ? Parfait. Vous le savez tous, le Delta Festival, c'est un festival de musique, mais c'est aussi un festival engagé sur différents thèmes, notamment celui de la santé. Là, vous allez tous participer à l'Agora Santé. Je vais vous expliquer très rapidement comment ça va se dérouler. Il y a nos 3 intervenants que je vais vous présenter tout de suite. Yann Bubien. Bonjour, merci beaucoup d'être ici. Vous êtes le directeur général de l'ARS, l'Agence régionale de santé, PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. À côté de vous, Gérard Bertuccelli, directeur général de la CPAM pour les Bouches-du-Rhône. Et nous avons notre intervenante, Cindy Hoff. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Elle est créatrice de contenu et elle parle beaucoup de santé mentale. C'est un peu sa spécialité. Elle est très engagée. Elle va vous dire pourquoi dans un instant. Ce sont nos 3 experts, nos 3 spécialistes. Et au sein de ce public que vous représentez, il y a 5 associations qui, au fur et à mesure de l'heure qu'on va passer ensemble, on va passer une petite heure ensemble, vont monter sur scène, présenter un projet, parce que le thème de cette soirée, là on va parler santé, et le thème c'est vraiment la santé mentale chez les jeunes. Donc il y a 5 associations qui vont monter sur scène, qui vont vous présenter un de leurs projets, et à l'issue des présentations, vous allez pouvoir voter pour le projet qui vous a le plus plu, qui vous paraît le plus intéressant, et ce sera le projet qui sera retenu. Un QR code va s'afficher ici, ça s'affiche aussi sur les réseaux sociaux. Il va vous suffire de scanner le QR code pour pouvoir voter pour le projet le plus intéressant. On va commencer avec un petit pitch de ce qu'est la santé mentale chez les jeunes avec nos experts. On va commencer par Cindy. Merci beaucoup d'être présente parmi nous. Cindy, tu peux prendre un micro. Toi, tu es très engagée sur le thème de la santé mentale. Comment tu t'engages sur Internet notamment et pourquoi ça te tient à cœur ? Alors, j'ai commencé les réseaux sociaux très très jeune, j'avais 16 ans, j'en ai 30 aujourd'hui, donc en vrai ça fait 14 ans de présence sur Internet. Donc en tant que personne qui postait déjà un peu des contenus, que ce soit de la musique ou je pense qu'on m'entend mieux là, que ce soit de la musique ou de la danse, peu importe, j'aimais beaucoup l'art et du coup je parlais déjà sur Internet. Et j'ai remarqué que la santé mentale, c'était quelque chose qui touchait tout le monde le jour où j'en ai discuté avec des gens de mon école. Moi-même, j'ai été touchée par le harcèlement scolaire. Et petit à petit, on a réussi à se parler entre nous et à se rendre compte qu'on avait des problématiques qui étaient assez communes à tout le monde. Et c'est en ouvrant notre parole qu'on a commencé à aller mieux. Donc je me suis dit que j'avais envie d'amener ça sur Internet. Et du coup, j'ai parlé de mon parcours et je suis là aujourd'hui. Merci beaucoup d'être présente. Gérard Bertuccelli, directeur général de la CPAM des Bouches-du-Rhône. On attend de donner la parole en dernier, vous allez comprendre pourquoi, au directeur de l'Agence régionale de santé. Pour la CPAM, qu'est-ce que ça représente la santé mentale ? Est-ce que c'est plus pris en compte ces dernières années ? Quelle est la problématique pour vous ? Alors déjà, merci de nous avoir invités. Ce n'est pas la première année qu'on est présent, mais merci. C'est une année pour nous un peu particulière parce que ce sont les 80 ans de la sécurité sociale et donc de l'assurance maladie. Et pour l'assurance maladie, c'est un vrai enjeu. Alors, c'est un vrai enjeu qui est lié aussi à des enjeux plus larges, qui sont ceux de l'accès aux droits et de l'accès aux soins. Il faut savoir que dans notre département, 70% des jeunes de 18 à 25 ans ont un médecin traitant contre 80% pour la population. Donc vous voyez, les jeunes sont moins dans le dispositif d'accès aux soins que le reste de la population. Vous avez 45% des 18-25 ans qui n'ont pas eu de consultation avec un médecin généraliste dans la dernière année, à la différence de la population qui est à 55%. Donc vous voyez, 10 points d'écart encore avec une population qui est moins suivie. Vous avez 61% des femmes de 18 à 25 ans qui n'ont pas eu de consultation gynéco dans les 2 ans, à la différence, là encore, de la population. Donc il y a une vraie question d'accès aux droits, d'accès aux soins, et on le retrouve de manière générale, et on le retrouve dans la santé mentale également des jeunes, quoi. Donc c'est important qu'on puisse aujourd'hui en parler avec vous. On comprend mieux, alors, la santé mentale, vous le savez, Yann Bubien le dira, a été nommée en 25 grandes causes nationales. C'est pour ça que l'État et l'assurance maladie sont très présents par rapport à cette problématique-là. Alors, pour nous, c'est aussi une question financière. La santé mentale, la prise en charge de tout ce qui tourne autour des risques psychiques, c'est plus de 25 milliards d'euros annuellement. Donc il y a un vrai enjeu financier, mais il y a d'abord un enjeu, bien sûr, vis-à-vis de la prise en charge des populations.
Yann Bubien, Gérard le disait, la santé mentale, c'est désormais une cause nationale. Ça a été décrété par le gouvernement. Les problématiques de santé mentale, ça a toujours existé. Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a davantage ou est-ce qu'on les prend davantage en compte, ce qui est différent? Les deux, en fait, il y a... Pardon. Il y a beaucoup plus de sujets de santé mentale qu'auparavant. On a vu une évolution très nette. Il y avait déjà une évolution de croissance, mais depuis le Covid, le post-Covid et tout ce qu'on a connu depuis lors, on voit qu'il y a une augmentation certaine des sujets psychiatriques comme psychologiques. Et on voit par exemple qu'on a 3 fois plus de pathologies chez les adolescents et jeunes adultes qu'il n'y en avait avant le Covid. Donc vous voyez, c'est des sujets qui sont assez prégnants. On les prend davantage en compte également. C'est vrai qu'il y a eu une prise de conscience beaucoup plus forte de la santé mentale en général, de la psychiatrie, de la pédopsychiatrie en particulier, malgré les problèmes que l'on connaît. Mais aujourd'hui, si on prend quelques exemples, 55% des jeunes Français qui ont entre 18 et 24 ans ont déjà connu au moins un problème psychologique ou psychiatrique avéré. Le suicide, c'est la deuxième cause de mortalité chez les 18-24 ans. On voit que chez les jeunes adultes, adolescents et même chez les enfants, on voit des pathologies nouvelles. On le connaît, hein. On voit bien les sujets. Il y a l'éco-anxiété, il y a le dérèglement climatique, il y a la peur de l'avenir, il y a aussi les addictions. Alors on connaît évidemment les addictions classiques qu'on connaît tous depuis des siècles, le tabac, l'alcool, voilà. Mais maintenant on a aussi des drogues nouvelles. Les réseaux On a sociaux des addictions aux écrans, à la pornographie. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des stands très intéressants ici même derrière nous, derrière l'écran, dans ce village santé. Donc c'est les deux, à la fois davantage de pathologies et davantage repérées également. Une petite parenthèse, lorsqu'on parle de pathologie liée à la santé mentale, est-ce qu'on parle de pathologie importante clinique ou est-ce qu'on peut parler de pathologie un peu moins grave? Ça veut dire quoi la santé mentale, les problématiques de santé mentale? On parle de quelle maladie concrètement? Mais ça commence toujours par des sujets pas trop graves. Et ça évolue avec le temps. Et plus on prend en charge tôt les problèmes de santé mentale. Par exemple, il y a des chiffres très nets et des études qui sont très claires. Quand on repère dès l'enfance, quand il y a des problèmes de santé mentale dès l'enfance, on peut les repérer parfois très tôt, on arrive à les résoudre. Si on les prend en charge à 18-20 ans, je ne vais pas dire que c'est trop tard, parce qu'on peut toujours les traiter, mais on sait que plus on prend en charge ces pathologies de santé mentale, plus vite on va pouvoir les guérir. Donc il y a un sujet de repérage dans la famille, à l'école, dans les associations, dans les milieux scolaires, sportifs ou évidemment médicaux. Voilà. Donc une prise en charge qui doit être la plus précoce possible, qui doit être la plus adaptée possible. On en reparlera, je pense, au cours de cette conversation, mais on a besoin de personnes qui puissent aller vers, c'est ce qu'on appelle l'aller vers les plus jeunes, aller vers les personnes qui sont qu'on a besoin de prendre en charge, parce que souvent on a des populations qu'on a du mal à prendre en charge. Je pense évidemment aux personnes qui sont dans la rue, en précarité, et qui vont avoir beaucoup plus de mal que d'autres à avoir un accès aux soins en général et en psychiatrie en particulier. Mais je pense aussi à celles et ceux qui, soit il y a un déni, soit il y a une méconnaissance, soit voilà. Donc on a besoin de se prise en charge. Parfois même c'est culturel. Dans certaines familles, on n'a pas de problème de santé mentale. C'est pour les autres. Donc voilà, je pense que c'est aussi, si ces prises de parole, elles sont importantes, c'est pour faire comprendre qu'il y a une santé physique et une santé mentale au même titre qu'un rhume, ça peut être grave. Une crise d'angoisse peut être grave aussi. Enfin, c'est vraiment réussir à se rendre compte que c'est un vrai sujet de la vie réelle. Il y a un tabou autour de la santé mentale qui persiste encore ? Moins qu'avant. On déstigmatise beaucoup. D'ailleurs, voilà, vous êtes là pour ça. Aujourd'hui, je suis capable d'en parler et de travailler quand même. Donc ça va. Voilà, on en parle. On a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Il reste une petite stigmatisation qui restera des gens qui ne se renseignent pas, ou bien sûr. Mais alors, c'est plus facilement vivable, mais ça reste très difficile quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut plus facilement se parler entre nous, que ce soit de crise d'angoisse, de crise d'anxiété, de dépression et parfois de choses un peu plus cliniques, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure. On va passer le micro à Gérard Bertuccelli. Par rapport à ce qui était dit, un Français sur 5 est concerné. Un Français sur 5.
C'est beaucoup. Donc c'est énorme. Et alors, je ne suis pas forcément sûr d'ailleurs que tous les Français qui sont concernés osent aujourd'hui le dire ou l'afficher. Donc il faut aller vers eux, ce que disait Yann. Il faut savoir leur faire connaître aussi les dispositifs possibles qui doivent être aussi en articulation avec leurs besoins. Il y a des trucs collectifs, il y a des process plutôt individuels, il y a l'accès à un médecin traitant, l'accès à un psychologue, l'accès à un psychiatre. Il faut savoir que dans le 13, dans le département du 13, le recours au psychiatre est 2 fois plus important qu'en France. Alors c'est vrai qu'on a une densité de psychiatres qui est importante, qui peut expliquer ce fort recours, mais c'est aussi une donnée qui doit nous interroger sur pourquoi 2 fois plus de recours au psychiatre dans le 13 que dans le pays, quoi. Concernant les actions, la bonne nouvelle, c'est que cette prise en compte, elle permet des actions. Quelles sont les actions emblématiques que vous, autour de cette table, vous mettez en place? On va peut-être commencer par Cindy. Au quotidien, comment toi, tu milites pour lutter contre ces problématiques de santé mentale, notamment chez les jeunes? Qu'est-ce que tu fais? Avant que ça commence par chez les jeunes, j'en parle autour de moi, que ce soit à ma propre famille ou à... Moi, je suis mère de famille aussi, maintenant je suis jeune maman. J'en parle à mon compagnon, j'en discute. Je pense que la première manière d'aller mieux ou la première manière de sortir de cette potentielle stigmatisation, c'est de discuter. C'est la première porte vers un mieux-être. Donc c'est l'un des premiers trucs que je fais. Je parle, j'écris, je prends beaucoup l'air. J'ai besoin de me connecter à ce qui se passe tout de suite et à pas être dans le futur, à me poser des questions. Ou c'est à partir de ce moment-là que pour moi, ça peut être peut-être un peu plus difficile. Et au niveau des actions que je mets au quotidien, que ce soit sur les réseaux sociaux ou quoi, dans mon militantisme, vraiment, je suis désolée, mais je le redis, c'est la parole, prendre la prise de parole comme là tout de suite, discuter, faire comprendre aux gens que ça existe, que c'est pas si grave. Enfin, ça peut être sérieux, mais en tout cas qu'on peut en discuter et qu'on peut le dégrossir ensemble. Ça peut toucher tout le monde finalement. Et que ça se soigne. C'est ça. Qu'on peut aller bien avec aussi. C'est pas nécessairement synonyme d'aller mal et d'être au fond du trou. On peut avoir des problèmes de santé mentale et être très heureux. Allez-y, quelle action vous mettez en place à la CPAM? Nous, il y a un dispositif qu'on met en place depuis 2022 environ qui s'appelle Mon soutien psy. Ça rejoint un peu ce que vous dites, hein, c'est-à-dire comment quelqu'un peut parler à un psychiatre, à un psychologue, à un médecin traitant et être pris en charge pendant 12 séances par un psychologue agréé de son choix, où il va pouvoir effectivement... alors on est sur des troubles légers à modérés, hein, vous évoquiez tout à l'heure c'est quoi les signes distinctifs, on est sur des troubles légers à modérés, mais ça peut permettre à la personne d'avoir cette prise en charge par l'assurance maladie de 12 séances qui va justement l'aider. Après il y aura des bilans qui seront faits entre le psychologue, le médecin traitant et le psychiatre, si vraiment il y a besoin d'avoir autre chose de plus important et de plus dans le temps. Donc c'est un dispositif qui marche plutôt bien, qui n'est pas encore complètement connu, notamment par les jeunes de 18-25 ans. Une petite précision, c'est pour aller voir un psychiatre? Un psychologue. Une psychologue clinicienne, ça marche aussi? En fait, l'assuré social décide de voir un psychologue agréé. Soit il le voit via son médecin traitant, soit il le voit directement. La seule condition qu'on y met, nous, c'est que le psychologue soit agréé par l'ARS et qu'il soit conventionné avec l'assurance maladie. Et les séances vont être remboursées par l'assurance maladie. Donc ça, c'est un dispositif qui commence à se développer, qui n'est pas encore connu suffisamment. C'est pour ça qu'on est aussi avec vous pour en parler, pour que les personnes qui en ont besoin recourent à ça. C'est pris en charge par la collectivité, donc c'est important. On a 1% des jeunes aujourd'hui qui ont utilisé ce dispositif-là. Donc vous voyez, on a encore une marge entre guillemets de progrès. Mais c'est un des dispositifs emblématiques qu'on souhaite porter à la connaissance des publics qui en ont besoin. Yann Bubien, quelles actions vous mettez en place au quotidien à l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour aider les jeunes et pas que, qui sont touchés par ces problématiques? Alors d'abord, on finance évidemment énormément d'opérations en matière de santé mentale. Ça peut être les psychiatres, les pédopsychiatres, les psychologues. Ça peut être également des médiateurs en santé.
ça peut être énormément de personnes. Et aussi, nous finançons toutes les associations qui s'engagent sur les sujets. Ici, il y en a plusieurs. Je pense à l'association Asma, je pense à Nejma au premier rang, je pense à un travail que l'on fait avec les artistes. On parlera tout à l'heure avec Enya qui a lancé une opération avec nous qui s'appelle Pourquoi t'es triste et dont l'idée évidemment c'est d'aller au plus proche des gens de sa génération pour qu'ils comprennent ce que sont ces sujets-là et qu'ils puissent s'engager. Alors comment on fait? On a tous les professionnels de santé qui sont spécialisés dans la matière. On a évidemment les hôpitaux, on a les professionnels de santé en ville, psychiatres, pédopsychiatres et psychologues avec mon soutien psy. On a des numéros d'urgence, on a le 3114 pour la prévention du suicide, on a le dispositif vigilance, et puis on a des équipes mobiles qui vont vers les patients qui en ont le plus besoin. Et ça, c'est extrêmement intéressant. On est dans tous les centres de santé. L'ARS finance évidemment des psychologues, des psychiatres. Voilà, on essaye de s'engager à tous les niveaux. Mais je vous l'ai dit, pour que ça fonctionne, il faut aller vers les publics cibles. Il faut aller vers ceux, et c'est ce que vous faites pour les gens de votre génération et ceux qui ont envie de vous écouter sur les réseaux sociaux. Ce que fait Enya, lui, il le fait par la chanson notamment. Et il faut aller avec les associations vers celles et ceux qui sont concernés sur des publics cibles. Et donc ça peut être évidemment les personnes en précarité, ça peut être des personnes, ça peut être des adolescents, ça peut être des étudiants, puisqu'on travaille très bien, ça peut être les familles, les parents, etc. Donc il faut aller vers ces publics cibles, trouver les associations qu'on va financer nous, pour qu'elles aillent vers les personnes et qu'ensuite on puisse revenir dans un cycle normal, entre guillemets. Un cycle normal, c'est quoi? C'est revenir dans les soins, c'est-à-dire revoir un psychologue, rentrer dans quelque chose qui va nous permettre d'en sortir par le haut. Parfois, on ne sort pas de sa maladie psychiatrique ou psychologique, mais on va pouvoir vivre avec. Et puis parfois, on peut se soigner parce que ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, on a plein de moyens pour soigner l'ensemble des maladies mentales. Alors, que ce soit pour soigner ou bien pour détecter, il y a des associations qui sont présentes parmi le public, qui vont se succéder chacune d'entre elles ici via des représentants pour vous faire des propositions, au public. Et après, tout le monde va pouvoir voter via un QR code. On va commencer, si vous le voulez bien, par la première association, c'est Amnesty International. Inutile de vous la présenter, cette association qui est très connue. Et la représentante, c'est une administratrice d'Amnesty International France. On accueille Anna Aiello. Bonjour. Merci d'être présente. Je peux vous laisser regarder cette place. Je vais me mettre là. Vous avez, chez Amnesty International, fait une proposition pour lutter contre les problématiques liées à la santé mentale. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot? Oui, bonjour déjà. Merci beaucoup. On est ravis d'être ici. Donc Amnesty International, je présente peut-être rapidement pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est une ONG de défense des droits humains. Donc on travaille sur beaucoup de sujets. Les réseaux sociaux et la santé mentale, c'est pas forcément le sujet pour lequel on est connu. Mais depuis plusieurs années, on travaille sur les effets des réseaux sociaux sur la santé mentale. On a travaillé sur ça avant le Covid. On a publié 2 rapports, notamment sur TikTok, qui montrent que les algorithmes de recommandation peuvent montrer aux jeunes des vidéos qui sont... en fait, qui vont les ancrer dans justement des jeunes qui sont dépressifs, qui vont regarder des vidéos de santé mentale, vont tomber sur encore plus de vidéos sur ce sujet. C'est des spirales infernales. Donc on a documenté ça dans 2 rapports. Et en fait, aujourd'hui, on voulait faire une proposition pour rendre les réseaux sociaux plus sûrs pour les jeunes, pour faire en sorte qu'ils se sentent plus à l'aise dessus, pour sensibiliser les gens à la santé mentale, les publics cibles, comme vous l'avez bien dit, mais pas que, aussi les parents, les familles qui parfois sont un peu réfractaires, ne comprennent pas. On est une génération où, vous l'avez dit aussi, on est addict aux réseaux sociaux. C'est un vrai problème. Et cet algorithme de recommandation, il est tellement bien fait, il est tellement personnalisé que, en fait, c'est instinctif. Quand on ne sait pas quoi faire, on se retrouve dessus. Et donc, quand on va pas bien et qu'on est isolé, en fait, on est ancré dans les réseaux sociaux. Et il y a plus que ça. On vit à travers les réseaux sociaux. Donc, je vais vous lire la proposition qu'on va faire, qui va dans le sens de ce que je viens de vous expliquer. Donc, nous, on demande d'assurer l'application du règlement européen en imposant donc la transparence et l'évaluation des risques systémiques pour la santé mentale des jeunes utilisateurs des réseaux sociaux, en publiant donc par exemple des résultats d'études statistiques, vous avez parlé de beaucoup de statistiques, et également un guide à l'usage des parents par exemple, parce qu'on sait aussi que les utilisateurs des réseaux sociaux sont
relativement jeunes et de plus en plus jeunes. Et donc, voilà. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez, Cindy? Cette utilisation, on comprend bien que ce n'est pas être contre les réseaux sociaux, mais c'est être pour une meilleure même utilisation. Si on était contre, en vrai, je pense pas qu'on puisse être contre. L'outil même est génial. On peut découvrir des chanteurs, des artistes, on peut découvrir des peintres, on peut découvrir des recettes de cuisine. Il y a toute la connaissance d'Internet et aussi sur TikTok, on le sait. Donc c'est pas tant le fait de l'utiliser, mais c'est l'usage qu'on en fait. Et effectivement, les algorithmes sont devenus très dangereux aujourd'hui puisque leur objectif, c'est qu'on passe le plus de temps dans les applications. Sauf que plus on passe de temps, puisque plus on passe de temps dans ces applications, plus on voit de pubs. Plus on voit de pubs, plus ils sont payés. L'intérêt financier est là, il existe pour ces entreprises-là. Maintenant, effectivement, dans la santé mentale, il est important de trouver comment mettre en œuvre des mesures pour s'éloigner un peu de tout ça, parce que c'est beaucoup trop. Ou alors peut-être que les algorithmes devraient... je ne sais pas, contrôler les algorithmes, le gouvernement devrait s'occuper de ça, je ne sais pas. C'est vraiment pas mon dada pour le coup. Mais ce que j'observe, c'est effectivement qu'il y a de plus en plus d'addictions et que c'est dangereux, puisque ça peut enfermer quelqu'un dans sa bulle. On rappelle qu'en France, il y a déjà eu des procès liés justement à des suicides de jeunes après des algorithmes qui ont été mis en cause. Ou du harcèlement. De harcèlement, tout simplement, bien sûr, évidemment. Mais pour parler de cet algorithme, peut-être pour le public, expliquer comment ça fonctionne. Une personne, un jeune dépressif, qui va taper le mot dépression sur Google. En fait, sur TikTok, par exemple, on va lui proposer des vidéos liées à ces problématiques de dépression. En fait, il va entrer dans un engrenage où dès qu'il va ouvrir le réseau social, il va tomber sur des vidéos liées à ça. C'est comme ça que ça fonctionne? Je suis désolée, je me permets juste. Je suis passée par là. Les premières fois où je me suis dit je vais pas bien, j'ai un problème, j'ai regardé sur Internet comme tout un chacun. Et effectivement, les algorithmes d'aujourd'hui m'auraient montré... En fait, j'aurais fait la recherche à une heure H, donc à 20h ce soir, je me serais dit, voilà, je veux savoir pourquoi je suis aussi dépressive, qu'est-ce qui se passe, quel est mon problème. Le lendemain à 9h, j'aurais encore eu de la dépression dans mon fil, puisque c'est le mot-clé que j'ai tapé dans le feed. Le lendemain, à 14h, j'aurais encore trouvé, de temps à autre, une fois que mon info est terminée, une fois que j'ai compris, une fois que je me suis dit, ok, peut-être effectivement c'est ça, et que je devrais aller vers un psychiatre, je reste sur cette application. Et le problème est là. C'est-à-dire qu'il va venir vous montrer, de temps à autre, une piqûre de rappel, qu'en ce moment ça ne va pas nécessairement, qu'on est un peu là-dedans, qu'on cherche des solutions, et c'est comme ça qu'on est pris au piège de son algorithme. Merci beaucoup. Je ne vous fais pas réagir parce que voilà, ça concernait plus les réseaux sociaux. Donc Cindy, vous allez évidemment réagir pour... vous vouliez dire quelque chose? Je dis, on a tous la même problématique sur c'est quoi les réseaux c'est quoi les sites qui sont sécures, quoi, qui sont fiables et sécures. C'est vrai sur la santé mentale, mais nous on a aussi ça sur la santé au sens large du terme, quoi. Et donc on rejoint complètement votre initiative parce que labelliser un site, alors c'est compliqué parce que le réseau, ça veut dire aussi que c'est de la liberté. Le réseau, c'est de la liberté et en même temps, on veut labelliser quelque chose et le rendre sécure. Donc il faut trouver le juste équilibre et c'est un vrai sujet qu'on a en termes de santé. On parle notamment de Doctissimo ou tous ces sites où beaucoup de personnes se sont auto-médicamentées pendant des années et on commence à prendre conscience que c'est compliqué. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Je vous laisse retourner dans le public. On peut l'applaudir? Pour la Solimut Mutuelle, on va accueillir à présent Lisa Ribaud. Voilà, qui arrive. Bonjour, bonsoir. Je vous en prie. Vous êtes précisément présidente de la Solimut Mutuelle pour la France. En quoi consiste votre proposition ? Alors bonjour à toutes et à tous, donc je suis Lisa, je suis présidente de Solimut Mutuelle de France. On est une mutuelle santé, une mutuelle qui agit pour la santé des personnes en proposant des complémentaires santé, des actions de prévention, mais aussi en portant des propositions et on est très heureux d'être là dans le cadre du Monde des possibles. C'est la 4e année qu'on est présent dans ce cadre-là pour porter nos propositions pour favoriser la santé des personnes. Et c'est important pour nous de porter nos combats pour la santé dans le débat public. Et déjà, ce qu'on défend à Solimut, c'est une idée assez simple, c'est faire en sorte que la santé, elle soit accessible pour toutes et toutes, sans discrimination. Et c'est pour ça que l'année dernière, on avait porté une proposition en faveur des personnes migrantes et les années précédentes, des propositions en faveur de la santé des femmes. Et cette année, on
on a fait le choix de s'intéresser à un sujet qui est particulièrement alarmant. C'est le sujet des troubles du comportement alimentaire, les TCA. Les troubles du comportement alimentaire, ce sont des maladies qui traduisent un rapport qui est perturbé à son corps. C'est le fait de manger beaucoup, de ne pas manger assez, de se restreindre, et puis aussi d'avoir une image perturbée de son corps. C'est pas seulement des troubles du comportement alimentaire, c'est aussi des troubles de la santé mentale qui ont des conséquences graves pour les personnes, qui peuvent aller parfois à la dénutrition, à des carences alimentaires, de la dépression, voire des troubles, des comportements suicidaires. Et aujourd'hui, c'est une situation qui est assez alarmante, puisqu'il y a une forte progression des troubles du comportement alimentaire. C'est près d'1 million de personnes aujourd'hui qui en souffrent, majoritairement des jeunes et principalement des jeunes femmes. Et on parlait de causes de mortalité. Il faut savoir que c'est la deuxième cause de mortalité prématurée chez les jeunes après les accidents de la route. Donc c'est vraiment un enjeu de santé publique extrêmement fort qui est aggravé par les réseaux sociaux, on en parlait tout à l'heure, et notamment vous avez dû voir passer tous les mouvements qu'on appelle pro-ANA, pro-anorexia, qui sont majoritairement présents et qui glorifient la maigreur extrême, et aussi qui banalisent les comportements dangereux, comme le fait de ne pas se nourrir, par exemple. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, on a une génération de jeunes qui est soumise à des injonctions extrêmement fortes sur leur corps, et des comparaisons incessantes et qui abîment les gens finalement. Et c'est quand même un vrai problème. Et petit à petit aussi, ce qu'on se rend compte, c'est qu'un peu insidieusement, il y a beaucoup de jeunes qui parfois s'en rendent compte, qui commencent par adopter à moins manger et qui sombrent dans la maladie. Et aujourd'hui, les solutions d'accompagnement, elles sont assez faibles. Il y a un jeune sur deux qui souffre de troubles du comportement alimentaire, qui n'est pas accompagné par une structure spécialisée. Donc il y a plein de choses à faire. On parlait de réguler les réseaux sociaux, c'est bien sûr un enjeu extrêmement fort, mais au-delà de ça, nous ce qu'on pense, c'est qu'il faut arriver à mieux accompagner les jeunes qui souffrent de ces troubles du comportement alimentaire. Et ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait un dispositif national qui soit mis en place, à la fois pour prévenir les troubles du comportement alimentaire et aussi mieux les dépister. L'idée, c'est d'aider les jeunes à mieux comprendre ce qu'ils voient sur les réseaux, à aussi prendre du recul sur les injonctions auxquelles ils sont soumises, et puis adopter aussi des pratiques alimentaires qui sont favorables à la santé. Et ce qu'on souhaite, c'est que ça soit porté avec la sécurité sociale, bien évidemment, et tous les acteurs, dans une vraie logique d'aller vers les jeunes, parce qu'on pense que c'est vraiment en prenant à la racine ces troubles-là qu'on arrivera à les combattre ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Un dispositif gouvernemental. Je vous fais réagir l'un d'entre vous seulement très rapidement parce qu'il faut qu'on accélère. Est-ce que ça manque d'une prise en charge au niveau national ? On a une prise en charge avec nombreux services assez nouveaux d'ailleurs, plutôt récents, de troubles du comportement alimentaire qu'on appelle TCA. Aujourd'hui, l'anorexie, c'est un sujet qui n'est pas nouveau, mais qui s'est développé et amplifié avec les réseaux sociaux, certes, mais également avec l'image que l'on donne notamment du corps féminin, puisque concernant l'anorexie, 90% concerne les jeunes femmes et 10% les jeunes hommes qui sont concernés également, mais simplement c'est l'image aussi que nous donnons dans notre propre société de l'image féminine notamment. Et donc évidemment il faut se battre contre ces sites qui prônent une anorexie extrême et qui sont extrêmement violents. Merci beaucoup, on peut vous applaudir. Merci beaucoup pour votre proposition, Lisa Ribot, présidente de Solimut Mutuelle pour la France. On va accueillir à présent une représentante du planning familial des Bouches-du-Rhône, c'est Colline Charbonnier pour le planning familial 13. Bonjour. Merci d'être ici. Tout le monde connaît le planning familial. Vous agissez au quotidien, notamment pour les jeunes femmes particulièrement. Quelle est votre proposition ? Alors nous, au planning familial, on pense, je suis d'accord à peu près avec tout ce qui s'est dit au fil des contributions, que participer à une bonne santé mentale, c'est aussi prendre en compte la santé sexuelle et la vie relationnelle. Et dans ce cadre-là, et quand on parle aussi d'adapter des outils à un public plus jeune,
on a décidé de favoriser et de mettre en valeur des dispositifs qui s'adaptent à leur pratique et qui puissent être accessibles aussi partout. Puisque, effectivement, on a un représentant de l'ARS ici, on parle d'un territoire régional en PACA, et c'est vrai qu'on peut être dans une grande ville comme Marseille, mais on peut être aussi en zone rurale. Et donc, la question, c'est aussi l'enjeu de savoir à quelle information j'ai accès. Donc, effectivement, les réseaux sociaux, c'est une foule d'informations. À quoi j'ai accès spécifiquement pour moi individuellement, comment je peux être orientée selon la ville, le territoire où j'habite. Et donc nous, à travers ces dispositifs d'écoute qui sont une ligne téléphonique et qui sont un chat en ligne, on permet à une personne de poser sa question directement. Ça nécessite de ne pas forcément avoir à se déplacer. Ça permet aussi, quand on est sur un chat, de ne pas forcément avoir à parler directement à une personne parce qu'on sait que ça peut être difficile aussi de prendre la parole sur ces sujets-là. Et donc nous, on a décidé en fait d'aller proposer des dispositifs vraiment qui vont répondre à un besoin d'information, à un besoin d'orientation et qui vont être utiles partout sur le territoire pour renseigner, pour écouter. Au planning familial, on pratique l'écoute centrée sur la personne, c'est-à-dire que sur ces questions-là, c'est important d'avoir une réponse individualisée et de savoir ensuite, on n'est pas spécialiste de tout, mais au moins de pouvoir être orienté en fonction de là où on est. Donc vous proposez la mise en place d'une ligne pour des infos pratiques. La ligne, elle existe, mais nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'elle puisse être plus valorisée et élargie aussi dans le sens des horaires d'ouverture. Par exemple, le chat, pourquoi pas qu'il soit ouvert aussi à des horaires de nuit qui peuvent être des moments où on se pose des questions, où on a envie de trouver des réponses. Aujourd'hui, c'est pas possible humainement et financièrement. Donc voilà, c'est plutôt favoriser des dispositifs existants, mais d'aller vers leur élargissement. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je crois que une des questions qui se pose, c'est il y a plein d'initiatives qui sont indispensables parce qu'elles sont en plus tournées vers l'individu et ce qu'il a besoin. Mais c'est comment on met en musique tout ça et comment on simplifie un univers qui est un peu complexe, avec beaucoup d'intervenants, beaucoup de compétences. Et c'est comment on arrive à faire tout ça, quoi. C'est-à-dire dire à un citoyen qu'est-ce qui existe, vers quoi il veut se tourner, vers quoi il peut se tourner, comment il y a des relais entre les associations, les institutionnels, les professionnels de santé. Et je crois qu'on a un gros travail de simplification et d'explication pour ça. Et d'infos pratiques. Merci beaucoup. Merci Colline pour votre proposition. On peut l'applaudir. Colline Charbonnier, coordinatrice de projet au planning familial des Bouches-du-Rhône. Pour la 4e association, je vais appeler 2 personnes. Tout d'abord, le docteur Anne Lodi pour la fondation GIMS, qui est directrice médico-technique, et madame Luce Nocera, présidente de l'association Dyspraxie France. Merci beaucoup, mesdames. Je vous laisse la place. Allez-y. Allez-y. Ah ben c'est gentil. Pardon, merci. Votre proposition, alors vous en avez une chacune ou toutes les deux pour l'association GIMS ? Alors allez-y, peut-être qui veut prendre la parole en premier ? Je vais introduire le sujet. Donc moi, je suis médecin au sein du GIMS. Le GIMS, c'est un service de prévention et de santé au travail sur les Bouches-du-Rhône. Le GIMS a créé une fondation il y a une dizaine d'années, la Fondation GIMS, et c'est elle qui porte notre proposition. La fondation s'intéresse à l'avenir des futurs actifs, des jeunes, et à leur exposition aux risques professionnels. Et donc notre proposition, c'est de sensibiliser les équipes des professionnels des services de santé au travail à repérer et à mieux accompagner les jeunes atteints de troubles 10 afin de les accompagner dans leur vie professionnelle et notamment dès l'apprentissage, qui est une période cruciale. Et donc pour mener à bien cette proposition et ce projet, nous nous associons à l'association DFD, que j'écorche à chaque fois, avec madame Luce Nocera, que je vais laisser donc présenter, et je reviendrai après sur la proposition. Merci. Voilà, alors effectivement, moi je représente cette association, donc Dyspraxie France 10, pour accompagner les troubles 10, qui font partie des troubles du neurodéveloppement, mais donc on est plus spécifiquement dans les troubles 10. Les troubles 10 qui peuvent toucher le langage écrit, le langage oral, le geste, les problèmes logico-mathématiques, enfin des tas de difficultés qui s'avèrent être un handicap invisible et qui peuvent avoir des répercussions évidemment dans tous les apprentissages scolaires,
apprentissage effectivement dans les formations supérieures, dans les apprentissages professionnels et également dans l'emploi. C'est quelque chose sur lequel on alerte depuis 20 ans, qu'effectivement les adultes ont également des difficultés dans ce domaine et que s'ils ne sont pas reconnus, s'ils ne sont pas repérés, eh bien ça va entraîner des mauvaises interprétations et des fragilités dans tous les parcours de la vie. Alors, la problématique, c'est qu'effectivement, sur le parcours adulte, il y a encore peu de professionnels formés pour ceux qui n'ont pas été repérés pendant l'âge adulte. Il y a peu d'accompagnement et d'aménagement aujourd'hui qui sont sollicités et qu'il y a vraiment besoin de faire un gros travail à ce niveau-là. Nous, on va accompagner les familles dans le parcours de soins, le parcours diagnostique. À l'école, il y a des dispositifs qui sont mis en place. On essaye d'accompagner également sur la mise en place de ces dispositifs. On a travaillé aussi avec les universités, mais on a quelques médecins du travail qui nous ont alertés sur des problématiques et qui parfois se sentent un petit peu démunis dans ce domaine. On a travaillé avec l'ARS pour faciliter le repérage, effectivement, après les recommandations de la Haute Autorité de Santé, et on s'est attaché à ce que dans un guide pratique de repérage, il y ait absolument des observations qui soient faites jusqu'à l'âge adulte. Donc ça, c'est très important. Et pour faire le lien avec votre thématique, c'est qu'en l'absence de ces repérages, en l'absence des dispositifs mis en place et des adaptations nécessaires, eh bien, on a une population qui souffre d'un problème d'estime de soi terrible, qui ont des parcours de vie chaotiques, qui peuvent être évalués aussi bien à l'école que dans l'entreprise sur leur handicap et leurs difficultés et non pas sur leurs compétences. Donc c'est très important de continuer effectivement à se mobiliser pour expliquer ce que sont ces troubles, quelles sont leurs répercussions et comment éviter tout cet engrenage. Vous proposez donc une meilleure détection. Oui, puisque nous faisons le constat, donc dans notre service, nous suivons plus de 180 000 salariés sur les Bouches-du-Rhône. Et parmi tous ces salariés dont on suit l'état de santé, à peine une soixantaine nous a fait part de troubles 10. Donc c'est vraiment très peu. Donc c'est très peu évoqué dans nos consultations de médecine du travail, probablement pour diverses raisons. Et donc on pense que vraiment il faut que les professionnels soient formés. Ces troubles 10 entraînent des difficultés en milieu de travail qui amènent ensuite le collectif et les employeurs à des interprétations un petit peu erronées. On pense que les personnes sont maladroites, sont distraites, font des erreurs à répétition. Et ces personnes, finalement, sont en difficulté, se sentent isolées, font l'objet de jugements erronés et ça entraîne un mal-être. Et finalement, les personnes arrivent dans nos consultations et nous en parlent plutôt à localisation de souffrances ressenties au travail, d'un isolement, d'un mal-être. Donc ce que l'on souhaite, c'est former davantage nos équipes, outiller nos médecins, nos infirmiers, nos professionnels à identifier, à repérer de façon plus systématique ces troubles 10, en particulier en s'associant avec votre association pour être formés. Et ensuite, on a les moyens de prendre en charge. Et il faut en fait que les personnes connaissent l'aide que peut apporter les services de santé au travail, parce qu'on fait le constat qu'il y a une méconnaissance des salariés qui n'en parlent pas, une méconnaissance des chefs d'entreprise sur les aides que l'on peut apporter, alors qu'une fois que le problème a été évoqué, eh bien, il y a tout un système d'accompagnement. Alors ça peut passer par une reconnaissance qualité travailleur handicapé, par l'obtention d'aides financières pour aménager les postes avec des tas d'outils qui existent. Et finalement, on arrive à accompagner les personnes avec des partenaires externes, grâce à nos cellules maintien en emploi que nous avons à l'intérieur des services de santé au travail et à maintenir dans l'emploi certaines personnes. Donc sur le peu de salariés que nous suivons, cette année, notre cellule a accompagné 2 personnes qui ont été maintenues soit sur un poste aménagé, soit sur leur ancien poste. Et c'est une personne de 38 ans et une autre de 24 ans. Donc ce sont des gens qui traînaient des difficultés depuis de nombreuses années avant d'en parler. Donc notre proposition, c'est finalement que les équipes des services de santé au travail se forment et repèrent plus systématiquement à travers des questionnaires, des outils de repérage qui existent, les troubles 10, pour pouvoir ensuite décliner tout l'accompagnement et éviter des parcours d'errance, de souffrance et de difficultés au poste de travail. Voilà. Merci beaucoup. On peut applaudir une réaction rapide pour Cindy sur ces troubles qu'on peut parfois qualifier de troubles invisibles. Est-ce que ça peut être source de mal-être chez les jeunes? Est-ce que toi, tu le vois au quotidien? Vous venez très bien de le dire. De toute manière, je ne pense même pas que j'ai besoin de rebondir là-dessus. Déjà parce que, premièrement, je ne suis pas concernée. Et que, deuxièmement, c'est vraiment, effectivement,
un trouble qui forcément isole, puisqu'on ne fonctionne pas de la même manière que les autres personnes. Et en plus, on n'arrive pas, il n'y a pas d'explication logique, puisque c'est un trouble. Donc c'est vraiment quelque chose qui intervient malgré nous. Donc bien sûr que ces gens-là sont dans une position d'isolement qui doit être très difficile à vivre, et merci d'être là pour elles. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup d'être venues. On peut vous applaudir. Je rappelle que vous travaillez toutes les deux pour la Fondation GIMS, Dr Anne Landier et Madame Luce Nocera. Merci beaucoup d'avoir été présente. La 5e et la dernière association, c'est l'association Plus Fort, qui est représentée par Gwenaëlle Perel, psychologue clinicienne. Bonsoir. Merci beaucoup. On va vous donner le micro. Vous êtes également présidente de l'association, c'est ça? Co-directrice. Co-directrice, pour la précision. Dites-nous en quoi consiste votre proposition. Alors, avant de commencer, j'aimerais bien savoir comment vous allez, vous qui nous écoutez depuis tout à l'heure. Et donc, je vais vous proposer de me donner un petit peu votre météo intérieure. Si vous allez super bien, vous allez me faire un soleil avec votre main. Si vous vous sentez moyen, vous me faites un nuage. Et si ça ne va pas bien, vous faites la pluie. Vous voulez bien me montrer tous ensemble comment vous vous sentez? Oh, on a des jolis soleils dans l'assemblée. Mais on aurait le droit de se sentir aussi comme ça ou comme ça. Mais super, merci beaucoup. Alors, en général, c'est vrai? On dit en général, on dit vrai ou comme tout le monde regarde, on... Non, on dit vrai. En tout cas, nous, on essaye à l'association de créer un climat de confiance quand on fait nos interventions pour que les jeunes nous disent vraiment comment ils se sentent. Donc, je vais me présenter. Donc, je suis Gwenaëlle Perel, co-directrice de l'association Plus Fort et psychologue clinicienne. Et l'association Plus Fort, nous œuvrons sur la santé mentale, le développement des compétences psychosociales et la prévention de la violence et du harcèlement. Et depuis 18 ans, nous sommes intervenus auprès de 110 000 enfants, 4 000 professionnels et 4 000 parents. Alors, on a déjà fait plusieurs constats de chiffres sur l'état de la santé mentale des jeunes aujourd'hui. Je voudrais juste en reprendre deux. 56% des moins de 25 ans sont en détresse psychologique et seuls 17% des jeunes souffrant de dépression ont contacté un professionnel et en ont parlé à quelqu'un. Depuis ce constat, on peut se dire que les compétences psychosociales sont des compétences qui vont pouvoir justement compenser ce mal-être des jeunes. Et c'est d'ailleurs une stratégie du gouvernement et interministérielle. Et l'idée, c'est que d'ici 2037, tous les enfants soient formés aux compétences psychosociales et qu'ils puissent vivre dans un contexte où justement on soutient ces compétences psychosociales-là. Donc pour rappel, les compétences psychosociales, ce sont les compétences pour être bien avec soi-même et être bien avec les autres. Donc tout à l'heure, quand je vous ai demandé comment vous alliez, par exemple, ça permet de travailler sur les compétences émotionnelles et la connaissance de soi qui sont importantes. On en a plein d'autres, comme le développement de l'estime de soi, la gestion des conflits, la communication, la créativité, etc. etc. Notre proposition, puisque nous travaillons beaucoup sur la prévention primaire auprès des tout-petits, mais pour les jeunes, avec le constat dont je vous ai parlé tout à l'heure, nous proposons un programme de développement des compétences psychosociales et repérage de la souffrance psychique dans les études supérieures, puisque les étudiants sont à un moment qui est peut-être critique pour eux et où il y a peu de soutien, vous l'avez dit tout à l'heure avec les chiffres que l'on connaît. Donc pour les étudiants, briser la stigmatisation, parler de la santé mentale, oser le dire, oser dire quand ça ne va pas, trouver des ressources. Donc déjà sensibiliser, mais aussi être dans le soin par le collectif et la parole, en utilisant par exemple des groupes de parole, mais aussi prendre soin des adultes en les accompagnant, soit dans les analyses de pratiques professionnelles, soit aussi en les sensibilisant sur le développement des compétences psychosociales pour qu'ils puissent après être sensibles et repérer la souffrance psychique que leurs étudiants ou les jeunes qu'ils accompagnent peuvent ressentir. Donc si je vous résume ça en une phrase, mais je crois qu'elle est marquée derrière moi. Allez-y. Alors, donc dès l'entrée de l'enseignement supérieur, dédier des journées à la santé mentale en proposant des ateliers ludiques qui favorisent l'expression collective, le repérage précoce de la souffrance psychique et le développement des compétences psychosociales. Voilà ce qu'on propose pour aujourd'hui. Merci beaucoup Gérard Bertuccelli, qu'est-ce que vous en pensez ? Une journée dédiée. Je pense qu'il faut aussi des événements qui marquent à un moment, derrière lesquels on puisse se raccrocher, avoir un phare à un moment. Donc ça peut être effectivement une belle idée. Inciter les personnes à venir parce que ça existe, alors qu'elles ne seraient pas venues si rien n'était fait, quoi. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous présenter votre
proposition. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne pour l'association Plus Fort. Merci beaucoup. On a peut-être une dernière intervention. Vous vouliez nous présenter un chanteur qui agit au quotidien pour lutter contre les problématiques liées à la santé mentale. Et oui, parce que c'est un très beau projet qu'on a lancé qui s'appelle Pourquoi t'es triste. Vous nous le présentez Oui, avec l'association Nejma et puis avec Enya qui est rappeur, artiste et fait de la médiation culturelle. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir, et il essaye de déstigmatiser la santé mentale, voilà, en s'exprimant notamment par le rap. Voilà. Mais je vais le laisser parler, notre artiste. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup. Effectivement, déjà, merci pour tous ces échanges, c'était hyper intéressant. Tout ce qu'on a entendu, c'était très cool. Merci à vous d'être présents. Moi, je m'appelle Enya. Effectivement, j'ai développé un projet. J'ai eu l'idée en fait de faire un projet qui parle de santé mentale. Parce que comme ça a été dit un petit peu sur le plateau depuis le départ, j'ai fait partie personnellement de ces jeunes qui n'ont pas eu accès à l'information, n'ont pas eu accès au dialogue, que ce soit dans la famille, dans mon environnement social, dans plein de choses. Et du coup, qui finalement a enfoui un petit peu ces troubles au fond de lui pendant très longtemps. Et puis qui a connu des TS, des 8, 10 urgences psychiatriques, des médicaments, des tonnes de choses. Et du coup, quand la maturité est arrivée, j'ai pu prendre un petit peu plus de recul sur tout ça. Je me suis dit, finalement, tout ce qui m'est arrivé là, je le vois autour de moi. Il y a des personnes que ce soit des amis, que ce soit des proches, des gens sur les réseaux qu'on peut voir aussi, qui font des vidéos. Je vois que beaucoup de monde est touché par ces sujets-là, beaucoup de jeunes particulièrement. Et aujourd'hui, la musique, je fais du rap, pas du rap vulgaire, voilà, j'insulte pas, parce que je sais que pas tout le monde est forcément adepte de ce mouvement. Mais pour le coup, Yann, ici présent, a soutenu le projet avec l'ARS. Du coup, on a eu un soutien de l'ARS ainsi que de la Fondation de France, pardon. Et du coup, on a pu réaliser ce projet qui s'appelle « Pourquoi t'es triste ?» Parce qu'en fait, c'était tout simplement la question que je me posais. Je pense comme chacun d'entre nous, quand on ne sait pas pourquoi on va mal, quand on n'a pas encore consulté, quand on a peur d'aller voir. Moi, je me disais, je suis triste, j'ai pas spécialement de réponse, j'ai pas envie de vivre. J'allais voir mes parents ou mes amis, on me disait, prie. Je prie encore, mais j'avais besoin de plus, d'un complément. Et ça, je l'ai compris que trop tard. Et aujourd'hui, on a choisi la musique rap qui est écoutée par 80% des jeunes, pour faire un projet autour de ce sujet. Alors, ce n'est pas une proposition, comme les autres associations. Il n'y a pas de solution qu'on va apporter médicalement. C'est plus pour de la déstigmatisation, sachant que le projet est déjà sorti, qu'on a eu déjà des tonnes de retours. Je ne me rappelle plus la dernière fois qu'on s'est parlé. Je pense qu'il y avait 300 000 écoutes. On avoisine les 2 millions. Donc, on a pas mal touché de gens. Donc, franchement, on est super contents. On a eu beaucoup de retours hyper touchants. Et du coup, l'idée, c'est qu'avec ce projet, on puisse parler à travers des musiques rap aux jeunes qui souffrent, qui ne sont pas seuls, que nous aussi on vit les mêmes choses, qu'on peut sortir des projets, on peut être créatif. Ici, ça passe par la culture, ainsi qu'à leur entourage, à leurs parents, etc., pour pouvoir savoir comment réagir ou comment vivre avec des soucis de santé mentale. Merci beaucoup. Très rapidement, dans ce parcours psychologique, qu'est-ce qui aurait pu vous aider et que vous n'avez pas eu ? C'est une bonne question. Peut-être la musique plutôt. En vrai, moi, la musique, ça m'a beaucoup aidé. Par rapport à tout ce dont on a parlé, les propositions, des consultations gratuites, est-ce qu'il y a quelque chose vraiment concret ? Je pense sincèrement qu'il y avait peut-être des dispositifs qui existaient déjà. Je ne saurais pas le dire parce qu'au moment où ça a commencé, c'était il y a 10-12 ans pour moi. Et j'ai commencé à consulter il y a 3 ans. Donc voilà. Donc un manque d'information finalement. Voilà. Donc finalement, je pense à un manque d'information. Les dispositifs comme l'assurance maladie propose par exemple avec ses 12 séances remboursées, je trouve que c'est une super initiative. Maintenant, ce qui est très important, et c'est aussi ce qu'on a voulu faire sur le projet en invitant des artistes tels que Dahuzi, Furlax, qui rappent aussi des milieux très défavorisés. Donc pour nous ici, c'était à Marseille, les quartiers nord. Pour quelqu'un comme Dahuzi, c'est Sevran, donc voilà, des milieux assez similaires, où l'information circule plus difficilement,
où il y a cette honte aussi de se dire, moi personnellement quand j'étais plus jeune j'avais honte de dire je vais mal, de me dire je vais voir un psy, non c'était pas possible. Mais je pense que si j'avais eu des personnes qui étaient venues finalement dans un élan, des personnes qui me ressemblent, des personnes que je comprends, qui me comprennent, avec qui j'arrive à dialoguer, peut-être que j'aurais été plus facilement, en tout cas plus rapidement, vers des centres de consultation, vers une prise en charge. Et il y a des gens qui le font très bien, comme les maisons des ados, comme des associations, comme des projets comme on fait aujourd'hui avec l'ARS, avec la Fondation de France, avec la Caisse d'assurance maladie. Donc je pense que c'est ça. Et d'ailleurs, j'en profite, si je peux me permettre, on a, grâce à l'assurance maladie, un petit stand qui est juste là. Vous voyez le gros carré bleu, c'est la cover du projet. Bon, elle est de dos, donc elle est très moche, mais si vous allez de l'autre côté, c'est bon. Avec des casques d'écoute, où vous pouvez écouter directement le projet en direct, si ça vous intéresse. Et avec des petits cadeaux physiques sympas. Voilà. Merci beaucoup, on peut accueillir Merci à vous. pour le témoignage. Merci. Merci beaucoup et merci à tous les trois d'être venus nous apporter votre expertise. C'est le moment de voter. Vous avez tous écouté les 5 propositions différentes des associations et c'est le moment où le QR code va s'afficher sur cet écran. Vous allez pouvoir le scanner. Vous pouvez aussi le retrouver sur les réseaux sociaux. Le QR code qui va s'afficher et vous allez pouvoir le scanner et choisir pour la proposition qui vous semble le plus utile. Voilà, c'est le moment de sortir le téléphone portable, de vous approcher si vous le souhaitez, si ça ne marche pas depuis le siège où vous êtes. Merci à nos intervenants. Merci beaucoup, Cindy, d'avoir participé. Merci beaucoup, Cindy. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, sous quel nom? Cindy avec un S au début, comme salade. Sinon, vous allez tomber sur une autre Cindy, ce ne sera pas moi. Ce sera peut-être un peu moins drôle. Du coup, vraiment, Cindy avec un S. Merci à tous. Merci, prenez soin de Cindy. vous. Si vous avez besoin de parler, que personne vous écoute, écrivez. Ça marche toujours. Mais vous avez des numéros à dispo. Vous allez vous en sortir. Je vous promets qu'il y a toujours une porte de sortie, même quand les périodes sont très difficiles. Vraiment. Prenez soin de vous. Merci de m'avoir écouté. Merci Yann Bubien et merci Gérard Merci. Bertoccelli. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ici et merci à vous d'avoir écouté.